Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous abordons un sujet majeur de la scène politique congolaise contemporaine. Comment et qui a façonné l'accession au pouvoir du président Félix Tshisekedi. De son héritage familial à son parcours politique, en passant par les alliances stratégiques, les rapports de force et les accords discrets qui ont jalonné sa route vers la magistrature suprême, nous allons examiner en profondeur les ressorts visibles et invisibles de cette ascension. Cette analyse s'intéressera également aux figures et aux influences qui ont contribué, de près ou de loin, à façonner son destin politique, des héritiers de l'opposition historique à certains acteurs du pouvoir sortant, en passant par les partenaires de coalition et les relais diplomatiques. Nous verrons comment Félix Tshisekedi, porté par le poids symbolique du nom Tshisekedi, a su s'imposer dans un paysage politique fragmenté, entre compromis, calcul d'appareil et quête de légitimité populaire. Restez bien jusqu'à la fin, car nous évoquerons aussi les réactions des médias, les perceptions du peuple congolais et les débats toujours vifs autour des conditions exactes de son accession au pouvoir. Une question demeure. Félix Tshisekedi est-il le fruit d'un long combat démocratique ou le produit d'un arrangement politique savamment négocié? C'est ce que nous allons décrypter ensemble, avec rigueur et objectivité. Mais avant de savoir comment et qui a façonné le président Félix Tshisekedi de parvenir au pouvoir, découvrons d'abord qui il est réellement. Je l'ai dit, je le redis ici, je vous le dis, parce que j'avais réservé, j'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère, j'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi, la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est né le 13 juin 1963 à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il est le fils d'Étienne Tshisekedi Ouamulumba, figure emblématique de l'opposition congolaise et fondateur de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Sa mère, Marthe Kassalou Djibikilayi, est une femme discrète mais respectée, qui a soutenu son mari et son fils dans leur parcours politique. Félix Tshisekedi grandit dans une famille profondément marquée par la lutte politique. Son père, opposant farouche au régime de Mobutu, Laurent-Désiré Kabila puis Joseph Kabila, a passé plusieurs années en exil et en résidence surveillée à cause de ses convictions. C'est dans cet environnement que le jeune Félix apprend très tôt les réalités du pouvoir, de la résistance et des compromis. Côté études, Félix Tshisekedi effectue son parcours scolaire à Kinshasa, mais ses études universitaires sont peu documentées. Certaines sources évoquent un passage en Belgique, où il aurait suivi quelques formations sans véritablement achever un cursus universitaire. Il y vit plusieurs années, ce qui lui permet de se familiariser avec le fonctionnement politique européen et les milieux de la diaspora congolaise. C'est dans ces cercles qu'il commence à s'impliquer activement en politique, dans la continuité de l'héritage paternel. Il devient membre de l'UDPS, le parti fondé par son père, et y gravit les échelons petit à petit. Il est d'abord représentant de l'UDPS en Belgique, puis devient secrétaire national chargé de l'extérieur. En 2011, il est élu député national à Mbuji-Mayi, mais conformément à la ligne de son parti qui contestait les résultats, il refuse de siéger à l'Assemblée nationale. Après la mort de son père en 2017, Félix Tshisekedi prend la tête de l'UDPS en mars 2018 et devient le porte-étendard d'une nouvelle génération d'opposants, plus modérés et tournés vers le compromis politique. Maintenant, parlons de la question centrale. Comment et qui a façonné son ascension au pouvoir? Pour que moi, j'ai mal tous les jours, quand je sors, quand je tombe dans les embouteillages, quand je
je roule dans un trou. Quand je vois des gens marcher à la fin de la journée en masse, pas parce que n'ayant pas de transport, en rentrant chez eux, en étant même incertain sur le fait de savoir ce qu'ils vont manger et tout ça. Tout ça me fait mal. Et je dis c'est injuste, c'est pas possible. On ne peut pas vivre sur une terre aussi bénie, aussi riche que le Congo, et avoir un peuple qui souffre comme ça. L'ascension de Félix Tshisekedi à la présidence est l'une des plus surprenantes et des plus controversées de l'histoire politique du Congo. En décembre 2018, il se présente à l'élection présidentielle sous la bannière du CACH, Cap pour le changement, une coalition formée avec Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale et chef du parti UNC. Ensemble, ils proposent un projet de renouveau, promettant la rupture avec le régime de Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001. Mais les résultats du scrutin du 30 décembre 2018 font naître une controverse majeure. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, proclame Félix Tshisekedi vainqueur, tandis que les observateurs de la CENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, et de nombreuses chancelleries étrangères estiment que les chiffres ne reflètent pas la réalité. Selon plusieurs enquêtes et documents internes, le véritable gagnant aurait été Martin Fayulu, candidat de la coalition Lamuka. Ces soupçons ont conduit de nombreux analystes à penser qu'un accord secret aurait été conclu entre Félix Tshisekedi et l'ancien président Joseph Kabila, afin d'organiser une transition pacifique du pouvoir. En échange, Kabila aurait conservé une influence importante sur le Parlement, le gouvernement et l'armée, via sa plateforme politique, le FCC, Front commun pour le Congo. D'après Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, en République démocratique du Congo, a récemment ravivé l'un des débats les plus sensibles de la scène politique congolaise, celui de l'existence d'un accord politique secret entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, conclu selon lui avant la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle de 2018. Selon Nangaa, cet accord aurait été déterminant dans l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir, marquant une transition politique plus négociée qu'électorale. Dans ses révélations, Corneille Nangaa affirme sans détour qu'un accord politique a bel et bien été signé entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, avec sa propre participation en tant que co-rédacteur et signataire. Il indique que ce texte portait le nom d'Accord pour la stabilité de la République démocratique du Congo, et avait pour objectif d'assurer une transition pacifique après 18 ans de règne de Joseph Kabila. Selon lui, cet accord a été élaboré dans les coulisses du processus électoral, juste avant la publication des résultats officiels, dans un contexte où les tensions étaient à leur comble et où la pression populaire exigeait un changement de régime sans violence. Nangaa affirme également que 3 chefs d'État africains, ceux de l'Afrique du Sud, du Kenya et de l'Égypte, auraient servi de témoins et de garants de cet accord, veillant à ce que la passation du pouvoir se fasse sans effusion de sang. D'après ses propos, cet accord aurait prévu que Félix Tshisekedi accède à la présidence de la République, tandis que Joseph Kabila et sa coalition du Front commun pour le Congo, FCC, conserveraient une influence prépondérante sur le Parlement, le gouvernement et certaines institutions stratégiques de l'État. Il s'agissait, selon lui, d'un compromis politique entre l'ancien régime et une partie de l'opposition, afin d'éviter une crise post-électorale qui aurait pu plonger le pays dans le chaos. Corneille Nangaa insiste sur le fait que cet accord a été signé en sa présence, et qu'il en détient les copies authentiques. Il se dit prêt à en dévoiler le contenu pour, dit-il, rétablir la vérité historique et informer le peuple congolais de ce qui s'est réellement passé en 2018. Pour lui, Félix Tshisekedi a manqué de sincérité en niant publiquement l'existence de cet accord. Dans une de ses déclarations, il accuse le président actuel d'avoir choisi une fuite en avant, en cherchant à faire oublier le pacte qui aurait rendu possible son accession au pouvoir. Nangaa estime que la négation de cet accord constitue une forme de mensonge politique et un manque de transparence vis-à-vis du peuple. Même si aucun document officiel n'a jamais été rendu public pour prouver l'existence formelle d'un accord signé entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, les faits, les déclarations et la configuration politique post-électorale en apportent de forts indices. Dès l'entrée en fonction de Félix Tshisekedi, plusieurs signes tangibles ont appuyé la thèse d'un compromis politique. Le Parlement, Assemblée nationale et Sénat, étaient entièrement contrôlés par la coalition de Kabila, FCC.
Le Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, nommé en mai 2019, provenait directement du camp Kabila. Les ministères régaliens, Défense, Intérieur, Justice, Finances, étaient majoritairement confiés à des proches de Kabila. Le FCC disposait d'une majorité absolue dans toutes les institutions clés, Parlement, gouvernorat, justice, armée, diplomatie, etc. Cette cohabitation de fait rendait le président Tshisekedi politiquement dépendant de son prédécesseur, au moins durant les 2 premières années de son mandat. C'est ce qu'on a appelé la période du pouvoir bicéphale, où les décisions majeures nécessitaient l'accord tacite du FCC. Cependant, à partir de fin 2020, Félix Tshisekedi décide de s'émanciper complètement de cette tutelle. Il lance alors l'initiative de l'Union sacrée de la nation, une nouvelle majorité parlementaire construite autour de lui, en ralliant des députés issus de différents partis. Cette rupture marque le début de son indépendance politique. Certains disent qu'il a trahi les accords initiaux avec Kabila, d'autres estiment qu'il a simplement voulu affirmer son autorité et libérer le pays de l'influence du régime précédent. Quoi qu'il en soit, cette manœuvre fut un tournant décisif de sa présidence. Concernant Vital Kamerhe, son principal allié durant la campagne, leur relation s'est détériorée après les scandales liés au programme des 100 jours, un plan d'urgence lancé en 2019 pour améliorer les infrastructures et les conditions sociales. Kamerhe, alors directeur de cabinet du président, a été arrêté et condamné à 20 ans de prison pour détournement de fonds publics. Cette affaire a terni l'image du régime et a révélé des tensions internes au sein de la coalition au pouvoir. Mais en 2022, il a été acquitté en appel. Peu après, le président Tshisekedi l'a reçu, marquant ainsi une réconciliation et un retour politique officiel de Kamerhe dans l'entourage présidentiel. En 2023, après sa réintégration, il est nommé vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale. Puis, le 22 mai 2024, il est élu à la tête de l'Assemblée nationale, président de l'Assemblée nationale. Pour beaucoup, cette ascension marque Kamerhe comme le numéro 2 du pays, ou du moins l'un des plus influents, en tant qu'allié proche de Tshisekedi et tête d'un grand parti, UNC, à l'intérieur de la coalition présidentielle. Malgré les apparentements, l'ensemble de 2025 semble marquer un tournant. En septembre 2025, Kamerhe a démis ses fonctions de président de l'Assemblée nationale. Toutefois, le président Tshisekedi a publiquement déclaré qu'il continue de considérer Kamerhe comme un allié, un frère. Kamerhe, de son côté, assure que ce départ ne constitue pas une rupture avec Tshisekedi. Selon lui, sa démission répond à des dynamiques internes à l'Assemblée, et non à un désaccord avec le chef de l'État. Par ailleurs, Kamerhe a réaffirmé son engagement aux côtés de Tshisekedi en signant la charte de la coalition Union sacrée de la nation, USN, en septembre 2025, montrant qu'il entend rester une pièce influente au sein de la majorité. Au sein de l'opinion publique congolaise, le conflit politique entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe suscite des interprétations profondément divergentes. Une partie de la population considère que le président Tshisekedi a trahi l'alliance qui le liait à Kamerhe. Selon eux, c'est grâce au retrait stratégique de Kamerhe en 2018, à son expérience politique ainsi qu'à l'appui électoral de l'UNC que Tshisekedi a pu accéder à la magistrature suprême. Pour ce courant, le fait que Kamerhe ait été incarcéré dans l'affaire du programme des 100 jours, puis contraint de démissionner de la présidence de l'Assemblée nationale constitue une forme d'ingratitude. Ils estiment que Tshisekedi n'aurait jamais dû accepter qu'un allié aussi essentiel, présenté comme un frère et un pilier de la victoire, subisse une telle disgrâce, même en cas de faute. À leurs yeux, l'arrestation et la mise à l'écart de Kamerhe marquent une rupture morale et politique qui entache la loyauté attendue au sein d'une alliance fondatrice. À l'inverse, une autre partie de la population rejette totalement cette lecture. Pour ce groupe, l'accession de Tshisekedi au pouvoir n'est pas l'œuvre de Kamerhe mais résulte du vote populaire, de la dynamique politique nationale et d'un contexte institutionnel complexe. Ils refusent l'idée que Tshisekedi soit redevable de quoi que ce soit à Kamerhe. Plus encore, ils dénoncent fermement les détournements de fonds publics reprochés à ce dernier, estimant que,
quelle que soit son proximité avec le président ou son importance politique, un acteur public reconnu coupable de telles pratiques doit répondre de ses actes et purger sa peine. Selon eux, Kamere devrait toujours être en prison, indépendamment de toute alliance politique ou amitié personnelle. Ce courant met en avant les besoins immenses du pays et l'exigence impérative de moralisation de la vie publique. Pour eux, la justice ne doit pas être modulée en fonction du statut ou de l'utilité politique d'un individu. Ainsi, le conflit entre Tshisekedi et Kamere divise profondément la société congolaise, non seulement sur la question de la loyauté politique, mais aussi sur celle de la justice, de la moralité publique et de la responsabilité des élites. Pour les uns, Tshisekedi a rompu un pacte fondateur. Pour les autres, la priorité doit rester le respect strict des règles et la lutte contre la corruption. Cette fracture révèle les attentes contrastées de la population entre fidélité politique et exigence de probité dans la gestion de l'État. D'après vous, comment et par qui Félix Tshisekedi est-il réellement parvenu à accéder à la magistrature suprême? Est-ce grâce à un vote véritablement normal et transparent? Est-ce en raison du poids historique du nom Tshisekedi et de l'influence politique laissée par son père, Étienne Tshisekedi? Est-ce plutôt grâce à sa coalition stratégique avec Vital Kamerhe, un acteur chevronné de la scène politique congolaise? Ou encore grâce aux accords discrets conclus avec Joseph Kabila, accords dont il s'est ensuite progressivement détaché? Peut-être même que son ascension découle de l'ensemble de ces 4 facteurs combinés. Dites-moi en commentaire lequel, selon vous,